Mes chers compatriotes, il y a quelques jours, c'était le 19 septembre 2023, on a appris, du moins les personnes qui s'y intéressent, on a appris qu'un groupe de 12 experts indépendants français et allemands avait remis un rapport sur les réformes à conduire pour mener à bien les prochains élargissements de l'Union européenne. Alors, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'évidemment, la grande presse n'en a pas parlé du tout. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les Français, 99,99% des Français, je pourrais même mettre 99999, n'ont jamais entendu parler de ce truc-là. Bon. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une initiative qui a été prise par la France et l'Allemagne en début d'année, en janvier 2023, donc annoncée à grand son de trompe par, à l'époque, Macron d'un côté et Olaf Scholz, le chancelier allemand, de l'autre, où ils ont décidé de réunir 12 experts indépendants qui allaient réfléchir sur comment faire pour que l'Europe aille de l'avant, comme on dit, et que les choses se passent pour le mieux. Et donc ces experts indépendants, dont vous n'avez jamais entendu parler, dont je vais vous parler, eh bien, ont planché pendant 9 mois, et donc ils ont pondu ce rapport dont je parlais à l'instant. Alors, le rapport dont je parle à l'instant part d'un principe qui a été résumé, ça a été repris dans certains journaux, le Guardian en Angleterre, ça a été repris par le journal Le Monde en France ou par l'Express, etc. Le rapport part d'un principe, c'est que il faut que l'Union européenne, face aux enjeux du monde contemporain, poursuive son élargissement et que d'ailleurs tout le monde est d'accord. Le journal Le Monde du 19 septembre 2023, dans un article qui s'appelle « Élargissement de l'Union européenne, la France et l'Allemagne tentent d'orienter le débat », eh bien, il y a marqué, voilà, l'échéance est importante. À l'occasion de leur réunion à Bruxelles prévue fin décembre, c'est la fin de cette année, les chefs d'État et de gouvernement des 27 devront décider s'ils ouvrent les négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie. Dans le même temps, ils devront faire un geste à l'égard des pays des Balkans occidentaux qui attendent dans l'antichambre de l'Union européenne depuis des années et verraient d'un mauvais œil Kiev et Chisinau, c'est-à-dire l'Ukraine et la Moldavie, leur passer devant. Donc les Balkans occidentaux, bien, ce sont ces pays qui sont dans l'antichambre, comme dit le journal Le Monde, pour entrer dans l'Union européenne, c'est-à-dire la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie, l'Albanie, la Bosnie et le Kosovo, c'est-à-dire quand même 6 pays qui sont dans la seringue pour entrer dans l'Union européenne. Et alors, dans cet article du journal Le Monde, vous allez le lire comme moi, je vous mets sous les yeux l'article, on lit cette phrase formidable. « Aujourd'hui, les 27 sont tous d'accord pour avancer sur la voie de l'élargissement, tant le contexte géopolitique avec la guerre en Ukraine aux frontières de l'Union européenne le rend inévitable. Mais à la question de savoir comment mener ce chantier qui changera radicalement la physionomie économique, sociale et politique de l'Union, les réponses varient fortement d'une capitale à l'autre. » Alors, arrêtons-nous quand même là-dessus. Les 27 sont tous d'accord, c'est le journal Le Monde qui nous l'apprend, pour aller de l'avant sur cet élargissement, et qui est rendu, paraît-il, absolument incontestable par la guerre en Ukraine. Donc, je répète, donc à croire le journal Le Monde, donc les 27 pays de l'Union européenne, dont la France, bien sûr, sont tout à fait d'accord pour faire entrer dans l'Union européenne, eh bien, l'Albanie, le Kosovo, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Serbie et la Macédoine du Nord, plus se tâtent pour faire entrer en plus la Moldavie et l'Ukraine. Il n'est pas question, mais c'est également dans les tuyaux, comme on dit. Il y a la demande de la Géorgie, peut-être de l'Arménie, la Turquie, on ne sait pas, qui sont également candidates. Mais enfin, déjà, si on se limite aux 8 que je viens d'annoncer, ça veut dire qu'on passerait de l'Union européenne à 27 à une Union européenne à 35. Alors moi, je voudrais m'arrêter là-dessus, et m'adresser aux Français qui veulent bien me regarder.
Est-ce que vous êtes d'accord pour passer de l'Union européenne à 27 à l'Union européenne à 35 ? Est-ce que quelqu'un vous a jamais demandé dans votre vie ? Est-ce qu'un élu vous en a jamais parlé ? Est-ce qu'il y a eu le moindre débat à la télévision ou à la radio pour savoir si vous étiez d'accord pour faire entrer dans l'Union européenne l'Albanie, qui est un pays qui est célèbre pour ses mafias extrêmement violentes, les trafics de drogue, la prostitution, trafic de personnes, trafic d'enfants, pédophilie, trafic d'organes, etc. Le succès et l'expansion de cette mafia albanophone. L'Albanie est d'abord très bien placée. Elle occupe un point stratégique dans le trafic de drogue. Par exemple, la région des Balkans est très bien établie comme point de transit pour l'héroïne. Cette dernière provient souvent d'Afghanistan, passant ensuite par la Turquie, pour arriver enfin en Albanie, où elle y est généralement coupée, ce qui diminue sa pureté. Cette technique leur permet d'augmenter leurs profits considérablement. Le contrôle d'une section balkanique et de la mer Adriatique leur permet de distribuer cette drogue vers d'autres marchés. À titre illustratif, est-ce que vous êtes d'accord pour faire entrer ce pays de toutes les mafias dans l'Union européenne ? Est-ce que vous êtes d'accord pour faire entrer également le Kosovo, qui est un pays qui est en fait une base militaire américaine, qui a été arraché à la Serbie ? Est-ce que vous êtes d'accord pour faire entrer le Monténégro ? Est-ce que vous êtes d'accord pour faire entrer l'Ukraine ? La réponse, vous la connaissez. Personne ne vous a jamais demandé votre avis. Et d'ailleurs, non seulement les partis au pouvoir, Renaissance ou bien LR ou bien le Parti socialiste qui se sont partagés le pouvoir, ne vous en parlent pas, mais le Rassemblement national, Horizon, le Reconquête de Zemmour, le Parti socialiste dissident d'Olivier Faure, la LFI, le Parti communiste français, ils ne vous en parlent pas non plus. Personne ne vous en parle. Mais pourtant, vous l'avez bien compris, l'échéance, c'est au mois de décembre. Et vous avez bien compris que la France et l'Allemagne ont décidé, comme ça, toutes les deux, de préempter le débat en organisant une réunion de 12 experts pour dire ce qu'il fallait faire. Alors, ces 12 experts disent en substance, et c'est le rapport qui a été rendu le 19, ils disent en substance que ça ne peut pas marcher, en gros. En gros et en détail, c'est très compliqué à faire marcher. Et donc, ils font des préconisations. Alors, les préconisations, il y en a quelques-unes. Il y en a une, d'ailleurs, qui est assez croquignolette, c'est qu'ils proposent un statut d'État associé pour permettre au Royaume-Uni de revenir dans l'Union européenne, c'est-à-dire sous une forme qui serait dégradée, c'est-à-dire elle n'aurait pas vraiment le statut de membre, mais un statut d'État associé participant au marché commun, payant, versant, contribuant à l'Union européenne, au budget de l'Union européenne, mais sans participer à la prise de décision. Enfin, on voit bien, c'est gros, comme le dé d'une maison, qu'il s'agit de forces qui sont derrière et qui n'ont jamais digéré le Brexit et qui se disent de toute façon on fera revenir les Britanniques dans l'Union européenne, que ça plaise ou pas, et qui donc commencent à envisager le processus, bien entendu, sans jamais demander évidemment aux Britanniques s'ils sont d'accord, pas plus qu'aux Français d'ailleurs. Mais il y a deux idées forces qui ressortent de ce rapport, au-delà du fait que ce sera très compliqué, et au-delà du fait qu'il va falloir faire sans doute des différenciations entre les États. Il va y avoir différents statuts proposés selon que l'on est très intégré dans l'Union européenne ou qu'on commence l'intégration. Mais il y a deux idées absolument essentielles et absolument tragiques, scandaleuses et dramatiques qui sont formulées par ces experts indépendants. La première idée, c'est d'abandonner les décisions à l'unanimité. Pour passer systématiquement, c'est déjà le cas dans quelques secteurs, mais pour passer systématiquement au principe de la majorité qualifiée pour prendre des décisions. Alors, on comprend bien le raisonnement. Je ne dis pas le contraire.
J'ai suffisamment dit depuis 16 ans et demi que les blocages et l'impossibilité de faire avancer l'Union européenne et de la modifier est constante à cause de la nécessité de l'unanimité. Et donc il est quasiment impossible de réorienter profondément l'Union européenne. Mais il faut bien comprendre ce que ça veut dire, l'abandon de l'unanimité. L'abandon de l'unanimité, ça veut dire qu'un État pourrait se voir imposer une politique totalement contraire aux intérêts de ses habitants. C'est-à-dire que l'abandon de l'unanimité fait définitivement tomber le principe du droit de veto que Charles de Gaulle avait imposé lors de la crise de la chaise vide et le compromis de Luxembourg qui l'avait suivi le 18 janvier 1966. Ça veut donc dire qu'il y a une coalition d'États pourrait imposer à un État ou deux États qui n'en veulent pas des décisions qui sont le contraire même de ce qu'ils veulent. Voilà. Par exemple, j'imagine, alors on en est encore aux prémices, mais enfin on peut imaginer qu'il y a des quantités de sujets où la France se retrouve toute seule, par exemple, je ne sais pas, pour défendre les services publics, par exemple pour défendre le principe de la sécurité sociale pour tous les Français. Mais il pourrait arriver, avec un tel système, que l'Union européenne passant de 27 à 35, eh bien qu'il y ait une majorité qualifiée qui fasse que, par exemple, l'Union européenne décide que l'ensemble de la couverture sociale doit être assurée par le privé, que c'est très bien, qu'il ne faut pas du tout que les États s'occupent de ça. Et il pourrait arriver, pourquoi pas, que la France soit la seule à être contre et à vouloir maintenir un système d'hôpital et de santé publique avec un système de sécurité sociale assurant la justice entre les citoyens, et que la France se fasse minoriser, et donc que l'on impose à la France une politique rejetée par 90% de sa population. En tout cas, c'est la logique même des réformes qui sont ici proposées par ce groupe d'experts indépendants. Et puis la deuxième idée gravissime qui est proposée, qui va d'ailleurs de pair avec la précédente, c'est que les 12 experts indépendants proposent de faire respecter l'état de droit. Écoutez bien ça, c'est incroyable. C'est vraiment George Orwell. De faire respecter l'état de droit et donc d'interdire de façon beaucoup plus fondamentale et dramatique un état de désobéir. C'est-à-dire que les propos à la Mélenchon ou les propos à la Zemmour, etc., sur le thème « on va désobéir », non, plus du tout. Déjà, ça n'a pas lieu d'être, puisque j'ai déjà expliqué que la Cour de justice de l'Union européenne, etc., fait que les États, même s'ils peuvent désobéir 1 an, 2 ans, 3 ans, progressivement, ils rentrent dans le troupeau parce qu'il y a des menaces financières. Mais ce que proposent les 12 experts indépendants, c'est vraiment d'aller plus loin, d'avoir une espèce de police qui impose les décisions aux États récalcitrants. Vous lisez avec moi dans cet article de toute l'Europe, justement, pour les groupes des 12, tels que se sont eux-mêmes renommés les experts appelés par la France et l'Allemagne, l'Union européenne n'est pas prête à accueillir de nouveaux membres ni sur le plan institutionnel ni sur le plan politique. Il préconise donc une réforme de l'Union qui précéderait l'élargissement ou lui serait concomitante. Il propose notamment un passage à la majorité qualifiée dans tous les domaines où l'unanimité est encore la règle, au sein du Conseil de l'Union européenne. Les experts insistent aussi, je cite, sur la préservation de l'état de droit en simplifiant les procédures pour sanctionner les États récalcitrants. Donc en fait, c'est une prison des peuples. C'est un empire. Ça renvoie l'Union soviétique ou l'Empire austro-hongrois à des aimables constructions politiques. Il s'agit d'une véritable prison dictatoriale mettant la main sur 35 États et où l'on impose des politiques, même à un État qui majoritairement ne le veut pas, ou très majoritairement ne le veut pas. Voilà ce que l'on nous propose avec ce groupe des experts indépendants. Alors, je n'aurais pas été exhaustif dans cette présentation si je ne vous avais pas parlé de qui sont les 12 experts indépendants choisis par la France
et l'Allemagne. Et personne ne vous en a parlé. D'ailleurs, je suis sûr que plus de 90% de nos députés et de nos sénateurs sont eux-mêmes totalement ignorants de ce truc-là. Simplement, ça avance. Ça avance en douce. Et il en reste ensuite des traces qui vont servir de point de départ pour les négociations qui auront lieu au mois de décembre avec Macron et avec Olaf Scholz. Alors, les 12 experts, voici la liste que je vous montre sous le nez et que je vais commenter rapidement, mais elle vaut vraiment le détour. Le détour parce qu'on apprend dans le magazine de toute l'Europe que, en fait, ces chercheurs ont été réunis à l'initiative de Paris et de Berlin sous la conduite de la politologue allemande Daniela Schwarzer et du chercheur français Olivier Costa, les deux rapporteurs qui ont conduit des entretiens auprès de toutes les parties prenantes ainsi que des membres de la société. Ça, on lit ça dans le magazine L'Express. Alors, ça a été publié, vous trouverez la liste notamment sur le site du ministère français des Affaires étrangères, France Diplomatie. Il y avait eu un communiqué de presse le 23 janvier 2023, vous l'avez sous les yeux. Les membres de ce groupe de travail d'experts sont, donc il y en a 6 Français et 6 Allemands. Donc, en 1, Pervenche Berès. Alors, Pervenche Berès, c'est une socialiste grand 1, c'est une haut fonctionnaire français. Elle a pas été, pendant au moins 4 législatures, elle a été au Parlement européen depuis les années 90. Elle a participé absolument à toutes les décisions. Elle est complètement mêlée à la politique européenne. Elle est mêlée à toutes les mesures qui ont été prises coercitives contre le peuple français. Elle avait d'ailleurs été, je crois, auprès de François Hollande. Il voulait renégocier je ne sais plus quel accord d'Iriman très contraignant contre les finances publiques. Elle était folle de rage. Il fallait faire respecter la volonté, il fallait respecter l'état de droit. Elle est membre de la Fondation Jaurès, donc c'est une socialiste. C'est une socialiste du Parti socialiste, une ultra européiste. Voilà. Et qui a complètement laissé tomber l'idée de souveraineté nationale. Voilà. En fait, d'ailleurs, au passage, elle s'est fait évidemment beaucoup d'argent en tant que députée européenne. Elle va avoir une retraite en or massif. Elle a été dans des commissions à la tête elle a pris des quantités de présidents, dont elle est vraiment, c'est une Française en fait d'aspect extérieur, mais en fait, elle est profondément européiste et elle fait partie de ces gens, comme disait Sir Christopher Soames, le gendre de Churchill, qui avait eu cette formule, il faut toujours nommer un Français à la tête d'une organisation internationale parce que c'est le seul qui ne défend jamais les intérêts de son propre pays. Voilà, Madame Pervenche Berès, elle est une européiste grand 1 et elle ne défend jamais les intérêts spécifiques de la France. Elle trouve ça obscène, scandaleux, rétrograde, etc., complotiste, extrême droite, ça pue, etc. Alors, on connaît le profil. Alors, vous avez ensuite Olivier Costa. Olivier Costa, c'est un homme qui a 55 ans, je crois, ou 52 ans, qui est un universitaire qui travaille à Sciences Po, notamment, au CEVIPOF, c'est-à-dire au Centre d'études sur la vie politique des Français, la vie politique française. Il est également directeur de recherche au CNRS. Donc, a priori, c'est un universitaire, pourquoi pas, bien sûr. Mais il faut savoir que c'est quand même quelqu'un qui est extrêmement lancé dans les questions européennes, pro-européen, évidemment, grand 1, qui est également proche du Parti socialiste, qui travaille dans un certain nombre d'autres universités, et notamment l'université du Colorado aux États-Unis, où il va régulièrement aux États-Unis. Donc c'est un homme qui est très tourné, en fait, vers ce que j'appelle l'euro-atlantisme. Ensuite, Gilles Gressani. Alors Gilles Gressani, j'ai vu, je ne connaissais pas, c'est un universitaire aussi, c'est un Italien d'origine qui parle le français, l'allemand, l'anglais, je sais plus quoi, je crois qu'il parle même le roumain. Il est diplômé de l'École normale supérieure en France, ce qui montre qu'il a quand même une extraordinaire connaissance de la langue française puisqu'il est natif italien. Et depuis lors, eh bien,
Il s'est mêlé de toutes les questions européennes. Il a réussi à se faufiler en profitant de son plurilinguisme. Il a fait un rapport sur la rencontre qui avait eu lieu entre Macron et le président italien Mattarella. Il fait des publications. Enfin, tout ça, c'est très... Je ne veux pas le critiquer pour le plaisir. Il a parfaitement le droit d'être pro-européen et d'être ultra-européiste, bien sûr. Enfin, disons c'est le type même de l'intellectuel, de gauche, bien sûr, il est plus proche des socialistes, qui est ultra-européen, bien entendu. Donc il ne veut qu'aller de l'avant, comme on dit. Ensuite, il y a une certaine Gaëlle Marty, donc, qui est une professeure, une assez jeune femme professeure à Lyon 3, qui est également s'est spécialisée dans le droit européen et qui s'est fait une particulière spécialité du féminisme, du droit des femmes, de la lutte contre les violences faites aux femmes, etc. Et qui donc milite pour une extension constante du domaine du droit européen sur les droits nationaux et évidemment pour une intégration poussée. Ensuite, vous avez une jeune femme qui s'appelle Tu Nguyen, j'espère que je n'écorche pas trop son nom, c'est une européiste, elle travaille au centre Jacques Delors. De même, je suis passé au-dessus de Franz Mayer, qui lui est un Allemand et qui travaille dans une université allemande, l'université de Bielefeld, qui est un homme qui a 50 et quelques années, qui est évidemment très pro-européen. Pareil pour Nikolai von Ondarza du Stiftung Wissenschaft und Politik, et qui est un Allemand qui milite aussi pour l'intégration européenne. Pareil pour Sofia Russak, qui est une Allemande qui travaille pour le Centre des études des politiques européennes. Alors, les 4 derniers, je vais mettre de côté provisoirement Daniela Scharzer, je vais y revenir, mais les 3 derniers, c'est Funda Tekin, et qui est en fait, il travaille à l'Institut pour la politique européenne, Institut für Europäische Politik en allemand. C'est en fait une Turque. C'est une femme turque qui a travaillé sur les projets d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Vous avez Shahin Vallée, qui lui est un Français et qui lui est béat d'admiration devant Macron. Il s'est fendu d'une étude au paragraphe par paragraphe d'un discours qu'a fait récemment Macron sur la réforme de l'Europe. Christine Verger, c'est une femme qui est née en 1954, qui est une ultra-socialiste, ultra-pro-européiste, et qui travaille à l'Institut Jacques Delors, c'est une Française. Et puis alors, je reviens sur celle sur lesquelles j'étais passé un peu vite, c'est Daniela Schwarzer, parce que elle est la rapporteure générale, avec Olivier Costa pour côté français, Olivier Costa dont j'ai dit qu'il travaillait à l'université du Colorado, mais elle, Daniela Schwarzer, elle est la rapporteure, comme on dit maintenant, côté allemand. Alors, Daniela Schwarzer, c'est quand même assez extraordinaire parce que cette femme, elle est représentante, vous le voyez, c'est pas moi qui l'écris, c'est même marqué noir sur blanc sur le site du ministère français des Affaires étrangères, elle est de l'Open Society Foundation, c'est-à-dire, vous le savez comme moi maintenant, c'est-à-dire George Soros. Voilà. C'est-à-dire, c'est un bébé Soros. C'est quelqu'un qui est financé par George Soros dans son Open Society, mais aussi parce que les Open Society Foundations bénéficient de quantités de subventions et notamment bénéficient de subventions américaines. De la même façon, j'ai oublié de dire que M. Olivier Costa, lui, travaille pour le Collège de Bruges, le Collège de l'Europe à Bruges, qui est une société privée et qui bénéficie de quantités de financement privé. Mais je n'en ai pas fini avec Daniela Schwarzer parce que non seulement elle est payée par George Soros, mais en plus de ça, dans sa carrière auparavant, elle a été à la tête de la gestion de ce que l'on appelle le German Marshall Fund pour la reconstruction. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire des fonds qui ont été versés dans l'après-Seconde Guerre mondiale, le fameux plan Marshall dont a bénéficié l'Allemagne comme la France en a bénéficié. Donc l'Allemagne a bénéficié de centaines de millions de dollars versés dans le cadre du plan Marshall américain. Et comme elle n'avait pas forcément tout dépensé, il y avait un reliquat. Le reliquat que l'Allemagne, dans les années 60, je crois, a voulu restituer
aux États-Unis. Les États-Unis ont dit non, pas du tout, on va faire autrement. Et donc, ils ont créé une espèce de fondation à partir de ce reliquat pour entretenir l'excellence des relations germano-américaines. Et alors, il est de notoriété publique dans tout le Landerneau que ce que l'on appelle le German Marshall Fund en Allemagne, pour gérer le Fonds Marshall des États-Unis, en fait, est un lieu de rencontre entre les responsables politiques, les influenceurs américains et leurs homologues allemands, un lieu pour influencer les médias. Et en fait, eh bien, c'est un des nombreux paravents des activités des services de renseignement et d'influence américains, c'est-à-dire la CIA. Alors, il n'y a pas que moi qui le dis. Regardez, j'ai trouvé, allez voir par exemple sur le site d'Olivier Berruyer Les Crises, où justement il aborde cette question des liens entre le German Marshall Fund et la CIA. Regardez ce que l'on peut trouver sur Internet. Je vais vous mettre ici quelques exemples. Voilà, c'est de notoriété publique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette madame Daniela Schwarzer, qui est allemande comme ça visuellement, qui est la co-rapporteure de ce rapport pour l'avenir de l'Europe, eh bien, elle a fait ses classes à la tête, elle a dirigé, côté allemand, le German Marshall Fund, qui est un truc tenu par la CIA. Vous m'avez compris. Voilà. C'est-à-dire que si madame Daniela Schwarzer n'est pas directement un agent de la CIA, ce qui est, à mon avis, assez vraisemblablement, mais même si ça n'est pas le cas, si elle n'est pas payée spécialement en tant qu'agent de la CIA, évidemment, elle a des liens extrêmement étroits avec les services américains, notamment la CIA, la NSA et compagnie. Voilà. Et peut-être même, finalement, nul n'en sait rien, mais ce serait assez logique, compte tenu des nombreuses années où elle a travaillé là-dedans, il est même assez probable qu'elle a également la nationalité américaine. Alors, voilà quel est le comité des 12 experts. Alors, regardez-le. Allez chercher vous-même, vous pouvez aller creuser, vous trouverez tel ou tel détail un peu croquignolet. Mais vous apercevrez que parmi ces 6 Français, ces 6 Allemands, certains d'ailleurs, parmi les Français ou parmi les Allemands, ayant peut-être une autre nationalité, notamment, par exemple, Madame Funda Tekin a peut-être la nationalité turque, probablement en plus d'être allemande. Peut-être Madame Daniela Schwarzer a-t-elle la nationalité américaine, peut-être tel ou tel Français a la nationalité américaine. En attendant, qu'est-ce qui devrait vous frapper? Enfin, j'espère. C'est que ça n'a, mais alors strictement, absolument aucun rapport avec le peuple français. C'est-à-dire qu'on a des gens, ces 12 experts, formulent des propositions sous le couvert que je disais tout à l'heure que tout le monde est d'accord pour l'élargissement. On ne vous a jamais demandé mon avis. Moi, je suis fondamentalement, bien entendu, en désaccord total. Parce que qui dit élargissement notamment à l'Albanie, à la Macédoine du Nord, au Monténégro, au Kosovo, à la Bosnie-Herzégovine, à l'Ukraine, à la Moldavie, dit évidemment des pays qui sont là et qui vont tendre la main pour que les Français, qu'on leur donne des milliards et des dizaines de milliards et des centaines de milliards au cours des 15, 20, 30, 40, 50 années qui viennent. C'est quand même de ça qu'il s'agit, bien entendu. Et donc, pour traiter cette affaire, on n'en parle pas au peuple, on n'en parle pas du tout aux Français, et on leur sort de derrière les fagots un comité de 12 experts qui sont tous, sans aucune exception, ultra pro-européistes. Qui sont presque tous, pas tous, mais presque tous, de tendance social-démocrate ou socialiste, et qui ont tous, bien entendu, voté pour Maastricht, voté pour les traités européens, et qui ont tous, d'ailleurs, beaucoup d'entre eux en tout cas ceux qui ont eu des mandats électifs européens, ont œuvré pour largement contribuer à la situation telle qu'elle est. Je pense notamment à Madame Pervenche Berès. Voilà. Alors, ça, c'est l'Europe. Ça, c'est la vraie Europe. Hein.
C'est pas les débats qu'il va y avoir, réforme de l'Europe. Moi, je voudrais une Europe verte à poils rouges. Moi, j'en veux une jaune avec des dents violettes, etc. Moi, je veux une Europe des travailleurs. Non, mais ça, c'est de la rigolade. Ça, c'est ce qu'on va faire débattre. On va avoir Apolline de Malherbe qui va recevoir pour la 257e fois Jordan Bardella, ou bien on va avoir également, je ne sais pas, sur France 2 ou sur RMC, on va recevoir pour la 148e fois, je ne sais pas moi, Raphaël Glucksmann, ou bien Monsieur Bellamy, ou bien Madame Mathilde Panot pour LFI, et qui vont tous nous dire voilà, l'Europe ça ne va pas, il faut faire autre chose, et ça. En fait, tout le monde s'en fout. Là, ce dont je viens de vous parler, ça c'est du sérieux, parce que c'est ce qui va se décider au mois de décembre. Vous m'avez compris, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Je l'ai déjà dit, n'écoutez plus jamais les radios, les télévisions, fermez les postes, n'écoutez plus. Ce sont des poisons qui sont là pour vous empoisonner. La réalité de la construction européenne, elle apparaît de plus en plus, c'est que nous sommes devenus des colonies de l'oncle Sam, que les États-Unis d'Amérique ont le culot de placer à la tête de ce groupe d'experts, en parfaite connivence certainement avec Macron et Scholz, quelqu'un qui, si elle n'est pas américaine, en tout cas est extrêmement proche des intérêts américains. Et évidemment, la proposition qui est faite colle pile poil à l'intérêt géopolitique majeur des États-Unis d'Amérique. Paraît-il qu'il faut qu'on vienne des 27 à 35. En fait, il s'agit pour les États-Unis de renforcer le bloc colonial européen qu'ils ont maintenant mis sous leur coupe. C'est de ça qu'il s'agit. Alors je terminerai d'ailleurs cette vidéo par trois petites remarques qui sont tristounettes, mais aussi assez rigolotes et qui viennent confirmer ce que je viens de dire, dont j'ai d'ailleurs déjà parlé lors d'une réunion publique récente au dialogue franco-russe. C'est qu'il y a un vent de panique en ce moment dans l'État profond américain qui sent que la guerre en Ukraine n'est pas du tout gagnée, loin de là, et que la Russie peut fort bien, au bout du compte, gagner cette guerre à long terme. A fortiori, si Biden est dégagé et remplacé par Donald Trump. Donc l'État profond américain a bien compris qu'il perd pied vis-à-vis de l'Afrique à cause des BRICS, qu'il perd pied en Asie, qu'il perd pied au Moyen-Orient et en Amérique latine à cause des BRICS. L'empire américain est en train de se doucement, mais assez rapidement quand même, s'enfoncer dans les eaux comme le Titanic. Et donc, face à ça, c'est ce que j'ai expliqué au dialogue franco-russe, Washington a décidé de serrer les boulons sur sa proie, en fait, la proie qu'il ne faut surtout pas qu'il perde, c'est l'Europe occidentale. Voilà. Ils sont en train de perdre un petit peu partout la prééminence. Ils ont perdu l'Iran avec la révolution de 1979. Ils ont perdu à peu près la Turquie, qui en tout cas maintenant a pris largement ses distances et regarde vers Moscou. Ils voulaient mettre la main sur la Syrie. Ben non, ils ont perdu la Syrie, la France avec d'ailleurs. Ils ont perdu, en tout cas sont en train de perdre l'Afrique du Sud, qui est quand même une très grande puissance en matière minérale, d'or, orifère, des métaux rares et précieux, puisque l'Afrique du Sud s'est rapprochée considérablement des BRICS. Ils ont des grandes incertitudes avec le Brésil, qui est membre des BRICS. Et quoi qu'on en dise, le président da Silva est quand même moins dans la main des Américains que son prédécesseur. Ils ont perdu... ils sont en train de perdre l'Arabie saoudite. Et ça, c'est pour eux quelque chose de terrible, puisque l'Arabie saoudite était l'un des fleurons des États-Unis depuis au moins la branche des Saouds la famille des Saouds avait été installée dès la fin du 19e siècle au pouvoir en Arabie. Et puis, tout au long des années 20, 30, 40, les États-Unis avaient mis la main sur ce pays en assurant notamment la sécurité. Or, vous le savez, eh bien, les accords qui ont été passés du temps de Roosevelt sont en nécrose et Mohammed Ben Salman
c'est-à-dire le dirigeant effectif de l'Arabie Saoudite, vient de faire entrer son pays dans les BRICS. Ça sera effectif au 1er janvier prochain, tout comme l'Argentine, etc. Donc face à tout ça, eh bien, les États-Unis essayent de serrer les boulons. Et là, nous en avons une preuve, c'est-à-dire que les États-Unis, maintenant, jettent le masque, ils ne font plus dans la dentelle, ils imposent leur volonté. Ils imposent leur volonté, une Europe à 35, l'Ukraine, les pays de l'Ouest européen, notamment la France et l'Allemagne, servant de vache à lait. Nous serons tous condamnés à devenir des esclaves pour donner le maximum d'argent aux pays de l'Est. On nous imposera des politiques, puisque c'est l'abandon de l'unanimité sur les sujets les plus stratégiques. Et également, on aura des mesures de sanctions beaucoup plus efficaces et beaucoup plus rapides. C'est-à-dire qu'un pays qui ne marchera pas droit sera sanctionné très très vite. Voilà, ça s'appelle véritablement la fin de la France, la fin de la souveraineté. Nous sommes devenus une colonie, nous allons devenir une colonie sous un empire féroce, en fait, qui s'annonce. Alors d'autres exemples qui viennent à l'appui de ce que je viens de dire, ce sont des anecdotes, mais non, à partir du moment où elles sont toutes dans la même ligne, on voit bien que les États-Unis verrouillent tout. Il y a eu l'anecdote de cette Américaine, Fiona Scott Morton, qui était une économiste et qui avait été recrutée par l'une des commissaires européennes, la danoise, je crois, Margrethe Vestager, qui avait voulu la recruter comme une économiste, en fait, pour gérer les négociations commerciales et notamment les relations de l'Union européenne avec ce qu'on appelle les GAFAM, Google, Facebook, Amazon, etc. Enfin, voilà. Vous vous rappelez, ça a fait un énorme scandale. Parce qu'il y a eu quelques députés français qui se sont emparés de ce dossier en disant c'est tout à fait anormal, il y a 450 millions de personnes en Europe, il faut qu'on aille encore trouver une Américaine pour s'occuper de nous. Enfin, on n'imagine même pas une demi-seconde l'inverse, que le département du commerce américain recrute un économiste européen pour négocier le bout de gras avec des sociétés françaises ou allemandes. C'est évidemment absolument risible. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les États-Unis ont quand même essayé de faire leur truc avec les complicités au sein de la Commission européenne qui ne voyaient pas malice à ça, et l'affaire a capoté. Mais une affaire comme ça qui a capoté alors que c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt, parce qu'il y a des affaires comme ça absolument tous les jours, l'oncle Sam a mis ses pions. Alors ça, c'était un élément. Le deuxième élément, j'en ai parlé aussi au dialogue franco-russe, c'est ce qu'est devenu l'ancienne première ministre finlandaise, Madame Sanna Marin, 34 ans. Elle était arrivée très tôt aux plus hautes responsabilités, le plus jeune premier ministre de l'histoire de la Finlande, une espèce de Macron en jupe au féminin, qui avait été catapulté par les médias et dont l'objectif en fait a été atteint, puisque ce qu'ont obtenu les médias et notamment les services d'influence américains, c'est qu'elle a fait entrer la Finlande dans l'OTAN en bénéficiant, si j'ose dire, du conflit en Ukraine. Alors il faut savoir que l'entrée de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN sont des objectifs stratégiques majeurs des États-Unis d'Amérique depuis des décennies. Depuis des décennies, ils s'étaient cassés les dents. Et là, à la faveur de ce qui se passe en Ukraine, eh bien les Américains, et à la faveur de ce qu'est leur agent, c'était un agent américain, Madame Sanna Marin, eh bien, en tant que première ministre, a réussi à faire voter par les parlementaires finlandais l'entrée de la Finlande dans l'OTAN. Alors ce n'est pas encore tout à fait fait, je crois, enfin je n'en suis pas sûr, parce qu'il faut qu'il y ait l'unanimité des ratifications. Et je crois savoir que la Turquie ou la Hongrie traînent encore un petit peu les pieds. Mais enfin bref. Donc Madame Sanna Marin a été battue lors des élections législatives générales qui ont eu lieu il y a quelques semaines. Elle a donc quitté ses fonctions de Premier ministre. Elle avait dit qu'elle resterait députée de base, et puis finalement non, pas du tout. Madame Sanna Marin a décidé de ne pas poursuivre de carrière politique. Elle a décidé de poursuivre une carrière en se faisant embaucher par le Tony Blair Institute for Global Change, l'institut de Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique pour le changement global,
où elle va avoir, je suppose, une sinécure. C'est-à-dire qu'elle va être remboursée, rémunérée, elle va avoir une très belle rémunération, sans doute pendant des années, pour avoir réussi à satisfaire l'oncle Sam. C'est comme ça que les Américains récompensent les traîtres à leur propre pays. Ensuite, ils leur assurent une retraite extrêmement dorée. Par exemple, on sait que l'ancien Premier ministre John Major, Premier ministre britannique, qui avait évincé Margaret Thatcher lors du congrès de Brighton. En fait, c'était sur des sujets européens parce que Margaret Thatcher, la dame de fer britannique, ne voulait en aucun cas avoir attenté à la souveraineté du Royaume-Uni. Donc, elle avait été remerciée, liquidée, si l'on peut dire, par une espèce de révolution de palais à l'intérieur du Parti conservateur et remplacée par John Major pour notamment mener à une politique très européenne, y compris l'adhésion au traité de Maastricht que les Britanniques ne voulaient pas. Et John Major, aujourd'hui, donc qui est un âge vénérable, eh bien, vit aux États-Unis et il est au fonds Carlyle, ce fonds d'investissement qui gère à la fois la fortune de la famille de Bush du Texas, qui compte 2 présidents des États-Unis à son actif, mais aussi les fonds de la famille Ben Laden d'Arabie Saoudite, qui compte notamment un fameux rejeton Oussama Ben Laden dont vous avez entendu parler. Fonds Carlyle, dans lequel il y a parmi les équipes dirigeantes notamment Olivier Sarkozy, qui est le demi-frère de Nicolas Sarkozy. Eh bien, Tony Blair fait partie de cet aréopage. En fait, les États-Unis récompensent cette politique de Tony Blair, qui a été une politique tout à fait de serpillière vis-à-vis des États-Unis d'Amérique. Mais là, Madame Sanna Marin, c'est la même chose. Alors elle est embauchée par un faux-né, donc par cet institut Tony Blair pour le changement global, qui est un institut qui sent très très mauvais, qui a des subventions, comme vous le voyez sur la notice Wikipédia de cet institut, qui reçoit des subventions d'organismes américains officiels comme l'USAID, notamment, qui verse des millions de dollars, mais aussi, vous découvrirez, la fondation Bill et Melinda Gates, coucou les revoilous. On ne voit pas seulement Bill Gates à l'Organisation mondiale de la santé, on le voit aussi ici, notamment, qui finance l'Institut Tony Blair pour le changement global. En fait, ce sont des moyens trouvés par les Américains, des dérivés, pour aller financer en fait, les 40 deniers que ces Judas ont obtenus, c'est-à-dire en échange d'un sabotage de leur propre pays, ils ont droit à quoi ? C'est de ça qu'il s'agit. Il faut bien comprendre que nous avons affaire à ça en Europe. C'est-à-dire des traîtres à leur propre pays, pas seulement en France, mais dans les pays de l'Union européenne les uns après les autres. C'est de ça qu'il s'agit. Et d'ailleurs, au passage, j'en profite, je sais que mes vidéos sont souvent, très souvent même, écoutées par beaucoup d'internautes à travers le monde, et notamment en Afrique francophone, alors je les mets en garde sur ce Tony Blair Institute for Global Change. D'ailleurs, les Maliens en servent quelque chose parce que cet institut de Tony Blair essaie de faire des affaires dans toute l'Afrique. Il y a eu d'ailleurs un article du Monde diplomatique que vous voyez sous les yeux. Le Monde diplomatique est un journal très différent du Monde, même s'ils ont... En apparence, on a l'impression que c'est la même boutique. En fait, pas du tout. Le Monde diplomatique est un journal beaucoup plus fiable, beaucoup plus critique, qui a un regard beaucoup plus honnête et juste sur le monde. C'est pas parfait, mais c'est quand même un regard très différent du journal Le Monde. Et le journal Le Monde diplomatique, en 2021, justement, a montré justement que ce que le Tony Blair Institute for Global Change essayait de faire, c'est de mettre la main sur le Mali, le Burkina, le Niger. Ces temps-ci, on savait, depuis quelques mois, que Tony Blair était très présent au Niger, auprès du président Mohamed Bazoum, pour obtenir des contrats et pousser les avantages britanniques. Ils étaient naturellement en contact étroit avec le président Mohamed Bazoum, qui s'est fait d'ailleurs renverser. C'était un ami,
entre guillemets, de Tony Blair. Alors voilà, Madame Sanna Marin, elle s'est fait embaucher par cet institut comme rémunération. Et puis le troisième exemple que je donnerai, le quatrième exemple, après mon affaire des 12 experts, après l'affaire de Madame Fiona Scott Morton, économiste américaine, après l'embauche de l'ancienne première ministre finlandaise, traîtresse à son propre pays, qui s'est fait embaucher par un institut d'apparence anglaise, mais largement financé par les Américains. Je terminerai par, alors ça c'est peut-être le plus drôle en fait, c'est ce qui vient de se passer en Grèce. On n'en parle pas trop en France, mais je voudrais parler de Syriza, qui était un parti présenté comme d'extrême gauche, et dont le dirigeant était Alexis Tsipras. Je vous en ai souvent parlé. Lorsque Tsipras est arrivé au pouvoir à Athènes en 2016, j'avais le seul, j'avais dit que comme M. Tsipras avait indiqué qu'il resterait dans l'Union européenne, dans l'euro et dans l'OTAN, il fallait rien en attendre et que les Grecs seraient tragiquement trahis. Je me rappelle qu'à l'époque, à l'UPR, nous avions un certain nombre d'adhérents venus de la gauche qui nous ont dit « Mais non, président, vous exagérez, il faut lui laisser sa chance, etc. etc. » Vraiment pas du tout. La suite a confirmé exactement ce que j'avais dit. En fait, j'ai dit la même chose à l'époque. Et en 2016, ce que j'ai dit en 2022, 6 ans après, sur Meloni en Italie, dans un cas extrême gauche, dans l'autre cas extrême droite prétendue, dans les deux cas, en fait, des agents qui travaillaient pour, au bout du compte, la géostratégie américaine. Voilà. Et ce que j'ai dit de Tsipras s'est révélé exact, tout comme ce que j'ai dit de Meloni. Mais là où ça devient rigolo, je sais pas si on doit dire rigolo, mais c'est quand même incroyable, c'est que les adhérents et les militants de Syriza ont été consultés il y a quelques jours pour élire leur nouveau dirigeant. Et alors ils avaient le choix, les observateurs de la scène politique grecque pensaient que ce serait très probablement, je ne sais plus si c'était une femme ou un homme, était un cadre depuis très longtemps dans le mouvement Syriza qui allait succéder. Et puis il y a eu un coup de théâtre. D'un seul, les médias ont présenté un nouveau venu, un grec qui s'appelle Stéphanos Kasselakis, que personne ne connaissait, que les militants de Syriza ont découvert moins d'un mois avant le scrutin, et qui d'un seul coup est apparu dans tous les médias, ou comme le dit le journal Le Figaro, il a été le chouchou des médias. Alors ce type, il a un pédigré qui est absolument incroyable, puisqu'il a 35 ans. Il est parti à 14 ans aux États-Unis, donc il a vécu 21 ans aux États-Unis, jusqu'à ce qu'il revienne pour prendre la tête de Syriza. Accessoirement dans sa vie privée, mais enfin il n'en fait pas mystère, il en fait même profession, il le montre partout. Il est marié avec un Américain, avec un infirmier, je crois. Alors je le signale parce que en Grèce, la Grèce est quand même un pays où le mariage gay n'existe pas et où l'Église orthodoxe grecque est encore très, très fermée à ces évolutions que l'on a vues dans les pays d'Europe occidentale. Donc, a priori, c'est quand même quelqu'un qui prend à rebrousse-poil une très grande majorité de l'opinion publique grecque sur ce sujet qui fait débat en Grèce. Mais la cerise sur le gâteau, c'est le cas de le dire, puisque Syriza, c'est la cerise sur le gâteau, c'est que sa profession, c'est qu'il a été trader chez Goldman Sachs, c'est-à-dire un banquier d'affaires où il a fait beaucoup de pognon, quoi. Voilà. Et alors, ce monsieur, d'un seul coup, a été catapulté par les médias. Alors là, les articles, par exemple l'article du Figaro dit qu'il a un tel charisme que les médias sont tombés sous le charme. Non, ça c'est une inversion des relations de cause à effet. C'est pas du tout comme ça que les choses se sont passées. Les choses se sont passées à l'inverse, c'est-à-dire que les médias ont décidé de catapulter à la tête de ce parti, de très à gauche, de grec, un Américain. En fait, c'est un Américain. Il a vécu entre 14 et 35 ans aux États-Unis. Il revient à 35 ans en Grèce. Il est beaucoup plus américain que grec. Voilà, qui
Il revient dans un pays qui ne connaît pas le mariage gay alors que lui-même est marié avec un homme. Et c'est un Américain qui a été trader chez Goldman Sachs, c'est-à-dire a priori quand même l'antithèse exacte, a priori quand même, de ce que l'on pensait être l'extrême gauche. Voilà. Alors j'en rigole parce que c'est bouffon, c'est baroque. Alors moi j'attends de la même façon ce qui va se passer pour la succession de Mélenchon à LFI. Voilà. Et donc, si j'en crois ce qui s'est passé avec Syriza, le parti frère de LFI en Grèce, eh bien, le successeur de Mélenchon, ça ne sera ni Emmanuel Bompard, ni Adrien Quatennens, ni Hugo Bernalicis, ni Mathilde Panot, ni Louis Boyard, ni François Ruffin, ni Daniel Obono, non, ni... Ça sera peut-être, cerise sur le gâteau, un golden boy travaillant pour Goldman Sachs à New York City, à Wall Street, et ayant gagné des millions de dollars. Et qui reviendra d'un seul coup avec toute la presse française qui sera séduite par son charisme et il deviendra le chouchou des médias. Voilà, vous avez compris ce que je veux dire, je suppose. En fait, ce Stefano Castellakis, c'est en fait un clone de Macron, un clone de Sanna Marin en Finlande, un clone de Meloni en Italie, c'est-à-dire tout ce que j'ai déjà désigné sous le nom de ces blancs-becs qui sont sortis d'un chapeau et qui sont propulsés par les grands médias, dirigés en fait en sous-main par l'État profond américain. On en a d'ailleurs des exemples en France qui sont actuellement sur le feu. Alors, vous savez que les médias ont décidé que les Français devraient élire l'Édouard Philippe. Enfin, a priori, ça a quand même beaucoup de mal à marcher pour toute une série de raisons, à commencer par le fait que Édouard Philippe, tout le monde le connaît, et on a vu ce que c'était, une catastrophe absolue. Donc les Français, à mon avis, ne vont pas élire ce type. En revanche, donc, eh bien, l'État profond américain commence à préparer la suite avec... c'est plus les quarantenaires. Un quarantenaire, c'est déjà terminé, c'est déjà trop vieux. Et donc, il y a des quarantenaires comme Laurent Wauquiez, tout ça. Ben non, c'est fini, ils ont passé leur tour. Non, maintenant, c'est la tranche 25-35, quoi. Voilà. Donc, ce que l'on nous prépare, c'est Gabriel Attal. Déjà, les sondages montent. Jordan Bardella. Donc, voilà, c'est ça qui est en train d'être préparé. C'est-à-dire des candidats qui sont là pour servir les intérêts de l'oncle Sam, de telle sorte que la France et les Français suivent le même chemin que les Grecs, que les Finlandais, que en leur temps les Autrichiens avec Sébastien Kurz, que les Italiens avec Meloni. Et tout ça pourquoi ? Tout ça pour avoir une marionnette, tout simplement un fantoche à la tête de ce qui sera le résidu de la France dans une Europe à 35, où tout sera décidé par une oligarchie et imposé même contre un pays récalcitrant, puisqu'il n'y aura plus la vote à la majorité, à l'unanimité dans certains cas, et avec des moyens de rétorsion terribles pour les États récalcitrants. Voilà. C'est ça le futur de la France, tel qu'il est prévu, concocté par l'État profond américain et relayé par les fameux 12 experts dont je vous ai donné la lecture au début de cette réunion. Alors évidemment, moi je suis de ceux qui refusent ça. Nous sommes tous redevables de la France, aux 40 générations qui ont fait la France, et à tous nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Nous sommes une génération charnière. Ce qui se passe en ce moment dans les années 2020 du XXIe siècle est extrêmement important. C'est une véritable lutte absolue pour la survie de la France. Nous avons un combat à mener qui est pire encore que celui de 1940 mené par Charles de Gaulle, parce que malheureusement, comme l'avait dit François Mitterrand, la France est en guerre et les Français ne le savent pas. Alors le début du redressement, je m'adresse à toutes les personnes qui m'écoutent ici, je vous en conjure, rassemblez-vous pour que, aux prochaines élections européennes, vous catapultiez non pas une liste proposée par l'État profond américain, non pas choyée par les grands médias, mais la liste qui est cachée par les grands médias, la liste qui fait peur à l'État profond américain, la liste qui fait peur à l'oligarchie européiste, la liste qui fait peur aux milliardaires qui tiennent également le système. Cette liste, vous la connaissez ?
C'est la liste de l'UPR que je conduirai et pour laquelle j'attends que nous fassions un score qui stupéfiera la France et l'ensemble de l'Union européenne, pour ne pas dire également la scène mondiale. Vive la République et vive la France!